Merci Pascal, c'est magnifique. Et là, donc, à partir du ciel de Léonard, on redescend sur Terre avec Alice Aurélie, même hydrogéologue et chef coordinatrice de l'unité de l'UNESCO pour la gestion équitable des eaux souterraines transfrontalières ainsi que les enseignements humains. Merci Alice. Chère Paola, je chercherai d'être vraiment bref. Tu m'as dit 10 minutes, je ferai de mon mieux. Alors, je pense que tout le monde sait du programme du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais c'est très important pour nos jeunesses et pour les étudiants savoir qu'à l'UNESCO, il y a aussi un programme qui étudie les ressources en eau. C'est un programme intergouvernemental complètement dévoué à l'étude, à la gestion, à la gouvernance et au partage des eaux, et des eaux de surface et des eaux souterraines. Et justement, j'ai la responsabilité de cette composante du programme. Léonard da Vinci, dans les présentations précédentes, tout le monde a parlé de cet intérêt de Leonardo da Vinci pour l'eau, pour la gestion, le mouvement de l'eau. Et effectivement, il a passé une grande partie de sa vie à observer, à comprendre, à chercher de comprendre. Peut-être pourquoi? Parce que bon, il est de Florence et l'Arno, c'est le fleuve Florence qui avait des inondations et qu'il a eu de grandes inondations jusqu'à 1966, destructrices de la ville. Et dans sa logique, il cherchait de comprendre comment comprendre l'eau pour pouvoir sauvegarder l'humanité, la ville, l'homme des effets nocifs et néfastes de ces inondations. Vous voyez ces deux images, un de Leonardo et l'autre, voilà, c'est exactement la même chose. C'est encore aujourd'hui l'Arno à Florence. Mais le problème qui se sont posés dans l'histoire et dans l'Antiquité, beaucoup de philosophes, beaucoup de scientifiques, c'était justement la phase cachée du cycle de l'eau, la phase cachée de le cycle hydrologique, c'est-à-dire les eaux souterraines. Et il y a eu quelques génies, le philosophe grec Anaxagore et Vitruve, un architecte romain, et Leonardo peut-être a eu cette intuition d'attribuer l'origine de l'eau. Les satellites d'aujourd'hui, sauf un qui s'appelle GRACE, qui nous donne la possibilité, avec la mesuration de changement de masse, d'avoir une idée sur de grands aquifères au niveau de l'échelle mondiale. Les satellites aujourd'hui, ils ne nous aident pas pour pouvoir étudier les eaux souterraines. Ce qu'on voit, c'est la partie superficielle. Et voilà, dans l'Antiquité et encore aujourd'hui, on a beaucoup du mal à connaître et à étudier les eaux souterraines. Mais dans l'Antiquité, l'origine de l'eau souterraine était inconnue. Et Leonardo, il a fait beaucoup d'observations, d'études là-dessus. Et personne ne comprenait vraiment la source, cet jaillissement de l'eau tout d'un coup dans les rochers. Effectivement, c'est rien d'autre que le cycle de l'eau souterraine qui arrive en surface. Et dans l'Antiquité, il y avait l'origine des mythes, diviniser la source, et le monde souterrain était mystérieux et très plein des légendes. La face cachée du cycle de l'eau souterraine, était encore très mystérieuse. On a des oasis dans le milieu de désert. Les hommes cherchaient de comprendre cette eau venait d'où. Mais le fait qu'à niveau scientifique, la connaissance sur les eaux souterraines n'était pas parfaite, n'a pas empêché l'humanité d'utiliser cette ressource. Si, à l'époque de la Perse, en 2500,
ils avaient trouvé des systèmes pour pouvoir joindre ces nappes profondes et pouvoir les utiliser. C'est la civilisation que nous, hydrogéologues, appelons des canates, cette galerie transversale qui prenait de l'eau souterraine pour pouvoir l'utiliser à la surface. Et aussi, au Pérou, à l'époque de la civilisation des Nazca, peut-être vous tous, vous connaissez ces grandes lignes qu'on peut voir seulement par le satellite ou de photos satellitaires sur ce territoire péruvien et dans ces déserts. Certains spécialistes pensent que justement, c'était rien d'autre pour pouvoir indiquer des sources d'eau souterraine, des puits qu'on appelle encore puquillos au Pérou, dans lesquels les civilisations passées ont puisé l'eau souterraine. Mais le grand problème, justement, pour la compréhension du cycle de l'eau, c'était la méconnaissance du mouvement et de l'origine et de la résurgence de ces eaux souterraines. Et là, Leonardo, il a eu, avec l'observation, une idée géniale, une intuition, son capacité d'observer la nature lui fait comprendre que le cycle de l'eau n'a pas de commencement et n'a pas de fin, c'est un cycle continu, c'est vraiment un cycle, et les eaux souterraines font partie de ce cycle. Comme on a déjà vu dans des présentations précédentes, il continue à chercher de comprendre le mouvement de l'eau et l'écoulement des eaux souterraines. Encore aujourd'hui, je dois dire, avec toutes les technologies qu'on possède, les modèles mathématiques, le modèle numérique, les systèmes experts, l'intelligence artificielle, il faut malheureusement aller sur le terrain et chercher de comprendre la géologie et voir l'environnement pour comprendre comment la gestion et l'écoulement des eaux souterraines marchent. Et une des choses importantes, c'est la connaissance des étages. Par exemple, tout ce qui est maintenant le désert d'Afrique du Nord, à une certaine époque du Quaternaire, était une forêt luxuriante. Et il y avait des lacs et des fleuves. Et il y a des aquifères aujourd'hui, des très grands aquifères, des aquifères partagés par plusieurs États, qui sont rien d'autre qu'un héritage du passé, c'est-à-dire de l'eau fossile presque, dans laquelle ne peut pas vraiment se recharger avec une précipitation comme celle d'aujourd'hui, qui a maintenant plusieurs millénaires. C'est-à-dire, il y a aussi un aspect éthique dans la gestion de l'eau souterraine comme héritage du passé et héritage pour les générations futures, quand des aquifères ne sont pas renouvelables, surtout si on pense à l'impact du changement climatique. Mais malheureusement, après Léonard, on a donné beaucoup plus d'attention à une idée sur les eaux souterraines qui était celle de l'origine, qu'il venait de l'intrusion de la mer vers la terre. Pourquoi les eaux souterraines sont importantes? Parce que c'est la grande réserve d'eau douce de la planète. C'est vraiment la partie plus importante de l'eau douce disponible sur toute la planète. Les eaux souterraines sont les seules sources d'eau dans les zones désertiques. Ils fournissent de l'eau potable à 50% de la population mondiale et représentent 43% de l'eau utilisée pour l'agriculture. C'est-à-dire notre sécurité alimentaire dans beaucoup de régions dépend des eaux souterraines. Et pas seulement ça. Les fleuves et les écosystèmes aquatiques, comme les zones humides, dépendent beaucoup de la résurgence de ces eaux souterraines. Vous voyez dans cette image une explication immédiate de certains pays et de leur dépendance aux ressources en eau, notamment en Asie, la dépendance, et en Inde, la fameuse révolution agricole verte de l'Inde est due à la possibilité d'utiliser beaucoup de ressources d'eau souterraines dans cette région. Très brièvement, il y a une complication diplomatique très, très, très sensible.
Beaucoup de ces aquifères qui contiennent les eaux souterraines sont transfrontières, c'est-à-dire c'est des ressources partagées qu'on connaît peu. L'UNESCO, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'il cherche de cartographier, faire des maps et des cartes pour savoir où se trouvent ces aquifères. Et notamment, au dehors de l'Europe, on en a déjà cartographié plus de 300. Mais il y a un problème de coopération, de diplomatie pour la paix, pour le partage de cette eau, qui devient de plus en plus important, surtout dans des zones semi-arides, arides, où la guerre de l'eau pourrait se déclencher. À niveau de droit international, on n'a pas parlé beaucoup de droit. Sur les eaux souterraines, il y a encore une très très faible législation. Je ne parle pas de la France, de l'Europe, où on a la coopération active, mais dans beaucoup de régions, la législation sur les eaux souterraines est inexistante ou très faible. Et pour le partage des aquifères transfrontières, on a seulement, sur 300 qu'on a cartographiés, seulement 6 accords entre les pays qui partagent 6 aquifères transfrontières. Avec les nouvelles technologies, bien évidemment, on cherche de comprendre mieux et d'étudier mieux ces systèmes souterrains. Mais il y a des menaces qui pèsent sur ces ressources en eau, c'est-à-dire la pression croissante sur les aquifères dus aux contaminations, à la pollution. On a vu les techniques juste avant moi, la possibilité d'utiliser la nature même pour dépolluer et malheureusement l'agriculture intensive et l'utilisation érigée dans les mégapoles. On extrait beaucoup plus d'eau que de pétrole aujourd'hui dans le monde. Et dans les derniers 50 ans, l'extraction des eaux souterraines a augmenté presque de 300%. Le changement climatique pourrait réduire la recharge des nappes souterraines et bien évidemment diminuer la quantité de stockage de ces aquifères. Et le manque de données dans plusieurs régions du monde, en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, on a encore beaucoup de méconnaissance de ces ressources souterraines. Ça, c'est un puits, c'est l'image d'un puits en Inde. Merci. Merci Alice pour cette formidable présentation. Et